Notre histoire débute au sud de Kanto, dans le paisible village de Bourg-Palette. Non loin des habitations, des éclats de voix résonnent dans l'air. Un petit groupe d'enfants s'agite autour d'un Pokémon sauvage. Chacun à leur tour, ils lancent une Pokéball avec enthousiasme. Mais à chaque tentative, la sphère rebondit simplement contre le corps du Pokémon avant de retomber au sol. Impossible de le capturer. Le Pokémon en question est un Nidorino, encore plein d'énergie. Les enfants commencent à douter. L'un d'entre eux se demande s'il est vraiment possible de l'attraper comme ça. C'est à ce moment-là qu'un garçon surgit sûr de lui. Il leur explique qu'ils s'y prennent mal. Pour capturer un Pokémon, il faut d'abord l'affaiblir. Sans attendre, il annonce qu'il va leur montrer comment faire. Avec assurance, il libère son Pokémon Tétart. Sous ses ordres, Tétart lance une attaque pistolet à eau qui frappe en plein fouet le Nidorino. Le Pokémon sauvage vacille, clairement sonné. Même les enfants remarquent que sa tête tourne. Le moment est idéal. La Pokéball est lancée et cette fois au bon moment. Elle s'ouvre, aspire le Nidorino et se referme. La capture est un succès. Les enfants explosent de joie. Ils admirent le garçon, impressionné par sa maîtrise. C'est alors qu'il se présente fièrement. À Bourg-Palette, tout le monde le connaît. Il s'appelle Red et il se considère comme le meilleur dresseur Pokémon du coin. Red prend ensuite le temps d'expliquer ce que sont les Pokémon. Ces étranges créatures vivent partout, dans les forêts, les lacs, les montagnes. Il en existe une multitude à travers le monde entier. Et même lui, il ne peut pas prétendre tous les connaître. Mais une chose est sûre, à ses yeux, un jour, il les attrapera tous. Alors qu'il rentre tranquillement, la conversation dérive vers un certain professeur Chen, un vieil homme qui vivrait à la lisière du village, réputé pour ses connaissances sur les Pokémon. Certains disent même que son petit-fils serait devenu un excellent dresseur grâce à lui, après avoir étudié à l'étranger. Red affiche un air sceptique. Il doute franchement que ce professeur puisse lui apprendre quoi que ce soit. Pourtant, malgré lui, cette discussion commence à le troubler. Peu après, alors qu'il marche seul, Red percute un homme vêtu de noir. L'inconnu s'énerve immédiatement et l'insulte avant de repartir. Red, surpris, remarque alors les Pokéballs accrochés à sa ceinture. Il n'a jamais vu ces individus à Bourg-Palette auparavant. Intrigué, il décide de les suivre discrètement. Il entend leur conversation. Ces hommes sont à la recherche d'un Pokémon mystérieux, caché quelque part dans la forêt. Ils se séparent, décidés à fouiller chaque recoin, notamment la partie ouest. Cette information suffit à attiser la curiosité de Red, convaincu que ce Pokémon finira par lui appartenir. Il se dirige lui aussi vers l'ouest de la forêt à la nuit tombée, les bras chargés de Pokéballs. Alors qu'il progresse dans l'obscurité, un combat attire son attention. Au loin, un jeune homme affronte un Pokémon inconnu. Red observe, pensant d'abord qu'il s'agit d'un membre du groupe qu'il suivait plus tôt. Le dresseur envoie Salamèche au combat. Le Pokémon adverse est étrange, lumineux, totalement inconnu de Red. L'attaque feu est lancée, mais la créature esquive avec une facilité déconcertante. Red n'a jamais vu un combat aussi intense. Il encourage instinctivement Salamèche, persuadé que la victoire est proche. Mais contre toute attente, le dresseur rappelle son Pokémon. Red n'y comprend rien. Il sort alors de sa cachette, persuadé que ce retrait est une erreur. Sans réfléchir, il décide d'intervenir. Il envoie à son tour Tétart et lance une attaque. Mais cette fois, tout se retourne contre lui. Le Pokémon mystérieux riposte violemment et met Tétart hors de combat, puis disparaît en un instant. Red est sous le choc. Le dresseur qui l'a interrompu lui explique alors que ce Pokémon était bien trop puissant. Savoir reconnaître ses limites est essentiel, sinon la défaite est inévitable. Sur ces mots, il s'en va, laissant Red seul avec son Pokémon blessé. Red n'en revient pas. Pour la première fois, il a perdu. Peu après, les hommes en noir arrivent sur les lieux. Ils remarquent les traces du combat, ignorent Red et repartent aussitôt, convaincus que leur cible est encore dans les environs. La nuit passe. À l'aube, Red reprend sa route, toujours pensif. Finalement, il s'arrête devant un bâtiment qu'il reconnaît immédiatement. Il est arrivé devant le laboratoire du professeur Chen. Il actionne la sonnette, mais aucune réponse. Intrigué, il remarque que la porte n'est même pas verrouillée. Après une courte hésitation, il décide d'entrer. À l'intérieur, il reste bouche bée. Le laboratoire est rempli de Pokéballs contenant des Pokémon. Son attention est attirée par une Pokéball posée sur le comptoir. Il lit l'inscription Bulbizarre. Le nom lui paraît étrange. Lorsqu'il observe le Pokémon, il remarque que ce bulbe imposant sur son dos. Il sort alors sa propre Pokéball et la pose à côté, celle de Tétart. Bulbizarre, légèrement craintif, recule instinctivement. Soudain, la porte s'ouvre derrière lui. Le professeur Chen vient d'entrer. Il croit surprendre un voleur en plein acte et s'emporte immédiatement. Red, pris de panique, recule pour se justifier sans voir ce qu'il y a derrière lui. Et dans son mouvement, son coude heurte une étagère. Les Pokéballs s'ouvrent les unes après les autres. En quelques secondes, le laboratoire se transforme en véritable chaos. Les Pokémon s'échappent dans toutes les directions. Certains par la porte, d'autres par les fenêtres. Un roucoule en profite même pour survoler la pièce, laissant un souvenir peu glorieux sur la tête du professeur.
La colère du professeur Chen explose. Il ordonne à Red de ne pas rester planté là et de l'aider à rattraper tous les Pokémon. Red s'exécute aussitôt, la chasse commence. Des heures plus tard, malgré leurs efforts, plusieurs Pokémon ont disparu dans la nature. Red promet alors de partir à leur recherche pour réparer sa bêtise. Le professeur Chen tente de l'en dissuader. La nuit approche et retrouver des Pokémon dans l'obscurité est une mission presque impossible. Mais Red refuse d'abandonner. Il s'élance sans attendre. Contre toute attente, le professeur Chen le suit à vélo. Il doute que Red puisse s'en sortir seul et s'interroge même sur sa capacité à reconnaître les Pokémon qu'il recherche. Ensemble, ils poursuivent la piste jusqu'à Jadiel. Là, Red parvient à capturer un Meowth. Il ne reste plus qu'un seul Pokémon à retrouver, Bulbizarre. Soudain, il l'aperçoit. Le Pokémon s'enfuit et se réfugie dans un bâtiment voisin, une arène Pokémon fermée au public. Sans hésiter, ils entrent. À l'intérieur, des statues et un buste imposant rappellent la présence d'un champion. Mais le professeur Chen se concentre uniquement sur Bulbizarre. Il le retrouve caché dans un coin et tente de le capturer. C'est alors que Bulbizarre se défend. Il charge brutalement le professeur, le percutant de plein fouet. Le choc est violent. Red intervient aussitôt. Il s'approche doucement, sans menace, car il comprend la peur de Bulbizarre, sa confusion après s'être retrouvé libre pour la première fois, loin du laboratoire et des autres Pokémon. Peu à peu, ces paroles apaisent la créature. Le professeur Chen est surpris. Il ne s'attendait pas à voir autant de maturité chez ce garçon. Mais un bruit sourd interrompt ce moment. Il se retourne et là, un Machopper sauvage se tient devant eux. Un Pokémon massif de type combat prêt à attaquer. Red n'a jamais vu une telle créature. Avant même qu'il ne puisse réagir, Machopper passe à l'attaque. Son poing s'abat, mais Bulbizarre intervient. Une liane surgit de son dos et bloque le coup à la dernière seconde, sauvant Red. Red est émerveillé. Mais le professeur Chen, submergé par la peur, s'évanouit sur place. Machopper se libère et reprend son assaut. Acculé contre un mur, Red commence à perdre espoir. Dans son dos, une fenêtre barricadée laisse passer quelques rayons de soleil. Une idée lui traverse l'esprit. Il ouvre la fenêtre, la lumière inonde la pièce et frappe directement le bulbe de Bulbizarre. L'énergie solaire s'accumule. Bulbizarre libère alors une attaque surpuissante. Le rayon frappe Machopper de plein fouet, le met hors de combat et le fait s'effondrer. Le silence retombe. Le professeur Chen reprend connaissance, stupéfait par ce qu'il vient de voir. Red, lui, explique son raisonnement. Comme les plantes ont besoin de soleil pour se développer, le bulbe de Bulbizarre devrait fonctionner de la même manière. Chen éclate de rire. Il reconnaît l'intelligence et l'instinct de Red. Convaincu, il lui confie Bulbizarre, certain d'avoir reconnu un lien authentique entre un dresseur et son Pokémon. Red est comblé. Il prend alors le temps d'expliquer pourquoi il était entré dans le laboratoire. Il raconte ce qu'il a vécu la veille, le Pokémon mystérieux, la Team Rocket et sa défaite. Le professeur Chen comprend enfin. Le professeur lui tend un objet, un Pokédex, une encyclopédie capable d'enregistrer les informations sur tous les Pokémon rencontrés. Une mission commence alors. Compléter ce Pokédex et rejoindre l'élite des dresseurs. Mais pour cela, Red devra quitter Bourg-Palette, voyager, explorer, découvrir. Le professeur suggère de commencer par la forêt de Jade, au nord de Jadiel, un lieu rempli de Pokémon inconnus et d'opportunités. Il s'apprête à rajouter quelque chose, puis s'arrête, sourit et préfère garder la surprise. L'aventure de Red ne fait que commencer. Devant lui s'étend la forêt de Jade, un territoire encore inconnu, rempli de Pokémon qu'il n'a jamais rencontrés. Il sort les Pokéballs de Tétart et de Bulbizarre. Il leur fait confiance pour l'aider à découvrir et capturer de nouveaux Pokémon. Les deux sortent à ses côtés, prêts à l'accompagner, et enthousiaste, Red se met en route, déterminé à explorer chaque recoin de la forêt. Un peu plus loin, au cœur de cette même forêt, un autre dresseur avance seul, celui que Red a déjà rencontré la veille. Il a les yeux fermés, concentré, accompagné de son salamèche. Le moindre bruit l'alerte. Sans hésiter, il ordonne une attaque. Une gerbe de flammes jaillit. Un Pokémon chute lourdement au sol. En s'approchant, le dresseur constate qu'il ne s'agit que d'un aéromite. Déçu, il consulte son Pokédex. Ce Pokémon, il l'a déjà capturé et il soupire. Ce n'est pas celui qu'il recherche. Son esprit est ailleurs. Il attend toujours, il cherche un autre Pokémon. Pendant ce temps, Red est en pleine traque. Il cherche un Chenipan, aidé par Tétart. Lorsqu'il repère enfin sa cible, il envoie son Pokémon dans un buisson. Mais tout se passe mal. En une fraction de seconde, Tétart est violemment attaqué et mis hors de combat. Red est abasourdi. Avant même qu'il ne comprenne ce qui vient de se passer, une silhouette apparaît.
Salamèche surgit, encore fumant. Le mystérieux dresseur s'excuse malgré lui. Il est attaqué par réflexe, croyant affaire à un Pokémon sauvage. Red explose de colère. Il se jette sur l'autre dresseur, prêt à en venir aux mains. Mais son poing est stoppé net. Le message est clair. Inutile de s'énerver. Ils sont là tous les deux pour la même raison, attraper des nouveaux Pokémon. Soudain, Red a un déclic. Il reconnaît ce visage. C'est lui, le dresseur de la veille, celui qui affrontait ce Pokémon inconnu. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, un grondement sourd fait vibrer le sol. Des pas lourds résonnent entre les arbres. Au loin, une silhouette gigantesque se dessine. C'est un Kangourex, immense, dépassant la cime des arbres. Red est stupéfait. Le dresseur mystérieux en face de lui sourit. Il attendait ce moment. Le combat commence. Salamèche crache de puissantes flammes et le dresseur esquisse un sourire satisfait. Enfin, il va pouvoir ajouter ses données à son Pokédex. Il sort l'appareil de sa poche et l'active d'un geste assuré. Red se fige. Un Pokédex, lui aussi, il n'est donc pas le seul à avoir reçu cet objet si rare. Le dresseur en face s'amuse de sa réaction. Son grand-père l'avait prévenu. Un autre dresseur avait reçu un Pokédex. C'était donc lui. Soudainement, Red comprend. Son grand-père, c'est le professeur Chen. L'autre dresseur ne prend même pas la peine de cacher son mépris. Mais peu importe, il n'a pas de temps à perdre. Il ordonne à Salamèche de reprendre l'offensive. Les flammes jaillissent de nouveau, plus intenses encore. Le Kangourex rugit, encaisse, mais repousse chaque Pokéball lancé vers lui. Pourtant, les attaques de Salamèche semblent efficaces contre le Kangourex. Mais le combat semble s'éterniser. Red observe attentivement. Quelque chose ne va pas. Le Kangourex ne contre-attaque presque pas. Il se contente de repousser les Pokéballs tout en protégeant absolument son ventre. Alors, Red comprend. Il ordonne l'arrêt immédiat du combat, mais rien n'y faire. Salamèche attaque encore. Red intervient de force. Il fait cesser l'assaut en demandant à son Tétart d'envoyer une attaque contre Salamèche, puis se précipite vers le Kangourex. Là, Red découvre la vérité. Dans la poche ventrale se cache un bébé Kangourex grièvement affaibli. Il présente tous les signes d'un empoisonnement. Sans hésiter, Red sort un antidote. Il soigne le petit sous les yeux médusés de l'autre dresseur. Peu à peu, l'état du bébé s'améliore. Le Kangourex comprend. Son regard change. Il remercie Red à sa manière, puis s'éloigne paisiblement avec son petit, disparaissant entre les arbres. Le silence retombe. L'autre dresseur est contrarié. Il aurait pu capturer ce Pokémon, mais Red lui rappelle alors qu'une victoire n'a aucune valeur si son adversaire est déjà condamné. Vexé, le dresseur tourne les talons. Red tente encore de lui parler, se présente enfin. Après un instant, l'autre lâche son nom, Blue. Rien de plus. Il s'en va, laissant derrière lui une rivalité naissante. Red le regarde disparaître entre les arbres. Il lui promet à haute voix que la prochaine rencontre sera différente. Non loin de là, dissimulé dans les buissons, un vieil homme observe la scène. C'est le professeur Chen et il sourit. Il comprend que son petit-fils vient de trouver un rival à sa hauteur. Un peu plus tard, Red arrive à Argenta, la grande ville de l'Ouest. À peine a-t-il posé le pied dans la rue qu'un tumulte l'entoure. Des cris fusent de toutes parts. Des habitants courent dans tous les sens, appelant à l'aide, ordonnant de ne pas perdre leur cible de vue. Un avis de recherche se détache d'un mur et virevolte jusqu'à ses pieds. Il le ramasse, et le portrait qui y figure ne laisse aucun doute. Il s'agit d'un Pikachu. Red comprend aussitôt l'origine de toute cette agitation. Un attroupement se forme un peu plus loin. Les habitants parviennent à coincer le Pokémon contre un mur. Ils l'accusent de voler sans cesse leurs meilleurs produits et s'apprêtent à l'attraper. Mais Pikachu est vif. Il se faufile entre eux, bondit sur un étalage, attrape une pomme avant qu'un filet ne se referme sur lui. Prêt au piège, Pikachu riposte. Une violente décharge électrique traverse le filet, assomme son assaillant et lui permet de s'échapper une nouvelle fois. En quelques secondes, il disparaît, suivi par la foule qui reprend la poursuite. Red a tout vu. Il comprend que ce Pikachu mène les marchands en bourrique depuis un moment. Il décide alors d'intervenir. Il libère Bulbizarre. Dans une ruelle, Pikachu se retrouve face à eux. La foule s'arrête net, surprise par l'apparition d'un autre Pokémon. Pikachu affiche un sourire malicieux et attaque immédiatement. L'électricité jaillit, mais lorsque la poussière retombe, Bulbizarre et Red sont indemnes. L'attaque n'a eu aucun effet. C'est le moment. Une graine jaillit du bulbe de Bulbizarre et frappe Pikachu. Le Pokémon électrique résiste, mais ses paupières deviennent lourdes. Red n'hésite pas. La Pokéball est lancée, elle se referme, Pikachu est capturé. La foule éclate de joie. Les marchands remercient Red chaleureusement. Ce Pokémon leur causait d'énormes pertes en pillant leur étal. Pour le remercier, ils l'invitent à manger, le nourrissent généreusement et s'intéressent à son parcours.
Red leur explique alors ce qu'il amène ici. Il sort son Pokédex et leur montre comment l'appareil fonctionne. En un instant, les informations sur Pikachu s'affichent. Les marchands sont impressionnés. Red comprend aussi que Pikachu venait probablement de la forêt de Jade et qu'il s'est installé en ville par opportunisme. Un peu plus tard, alors que la ville retrouve son calme, Red tente d'apprivoiser son nouveau Pokémon, mais Pikachu ne coopère pas. Il refuse d'obéir, se montre agressif et n'hésite pas à lui envoyer des petites décharges. Red réalise vite que ce Pokémon a un sacré caractère et que gagner sa confiance prendra du temps. C'est alors qu'une voix familière retentit derrière lui. Quelqu'un lui fait remarquer que Pikachu n'obéira jamais s'il continue à s'y prendre ainsi. Red se retourne. C'est Blue qui se tient juste derrière lui. Toujours sûr de lui, il le provoque, insinuant que ce n'est certainement pas en flânant de la sorte que son Pokédex finira par se remplir. Il ajoute avec mépris qu'il le considérait comme un rival, mais qu'en réalité, Red n'est qu'un bon à rien. La provocation fait immédiatement monter la tension. Red réagit, prêt à en découdre. Les deux dresseurs s'apprêtent à dégainer leur Pokéball, mais Blue l'interrompt avant que le combat n'éclate. Il affirme détenir une information qui pourrait l'intéresser. Blue lui révèle que Pierre, le champion de l'arène d'Argenta, recherche des adversaires à sa hauteur et qu'il compte bien le vaincre pour emporter le badge Roche. Red découvre à cette occasion ce que c'est réellement un badge, un symbole de victoire capable de renforcer les capacités offensives des Pokémon de son détenteur, une étape incontournable pour tout dresseur ambitieux. Blue en profite pour souligner, non sans sarcasme, que même les débutants connaissent ce genre de choses. Agacé, Red encaisse difficilement la remarque. Blue enchaîne alors avec un nouveau défi. S'il veut vraiment se mesurer à lui, ils verront lequel des deux obtiendra le badge Roche en premier. Red accepte le défi sans hésiter. Blue éclate de rire et lui adresse une ultime remarque, rappelant que Pierre est un spécialiste des Pokémon de type roche et qu'un Pokémon électrique lui tiendra difficilement tête. Il lui souhaite bonne chance avant de lui tendre un prospectus et de s'éloigner. Encore agacé, Red ramasse le papier et le lit attentivement. Il y est indiqué que le prochain combat à l'arène d'Argenta aura lieu le lendemain à midi. Une invitation ouverte à tous ceux qui souhaitent défier le champion. Red observe alors ses Pokémon. Tétart, Bulbizarre, ils sont fatigués. Les récents événements les ont éprouvés. Il comprend qu'ils ne sont pas au meilleur de leur forme, mais le défi est lancé. Il est hors de question de reculer. Le lendemain matin, Red se rend au centre Pokémon, mais une affiche attire immédiatement son regard. Les infrastructures ont été vandalisées dans la nuit. Le centre est contraint de fermer jusqu'à nouvel ordre. Impossible de soigner ses Pokémon. La nouvelle tombe mal. Red comprend aussitôt que seuls les Pokémon encore en état de combattre pourront participer au tournoi. Il regarde ses Pokéballs et réalise que Tétart et Bulbizarre sont épuisés. Il n'a pas le choix. Il se met à courir à toute vitesse en direction de l'arène d'Argenta. Lorsqu'il pénètre dans les couloirs, un combat est déjà en cours. Sur le ring, il reconnaît Blue en pleine action. Le regard de Blue croise brièvement le sien depuis l'arène. Il a remarqué sa présence. Une annonce retentit dans les haut-parleurs. Les phases éliminatoires du groupe B vont débuter. Red comprend qu'il est à la limite du retard. Il se précipite à l'accueil, s'enregistre sous son numéro, puis se dirige vers le ring. Dans les tribunes, une voix résonne. Beaucoup de jeunes dresseurs ont tenté leur chance ici, mais aucun n'a jamais dépassé les éliminatoires. Pour espérer affronter le champion, il faut d'abord vaincre l'élite locale. Son premier adversaire se présente, accompagné d'un Gravalanche. Red jette un coup d'œil à sa Pokéball. Pikachu refuse toujours de coopérer. Il comprend alors qu'il devra faire sans lui. Il libère Tétart. Le Pokémon tient à peine debout, mais le combat commence. Red sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Tétart attaque en premier avec une puissante attaque laser glace. Gravalanche encaisse, puis se retrouve immédiatement figé dans de la glace. Le Pokémon Roche s'effondre. Red passe le premier tour. Les combats s'enchaînent. Malgré la fatigue, Red progresse. Le commentateur s'étonne de son efficacité. Finalement, Red remporte les phases éliminatoires. L'annonce tombe. Il aura l'honneur d'affronter le champion de l'arène d'Argenta, Pierre. Depuis les tribunes, Pierre l'observe en silence. Derrière lui se tiennent plusieurs Pokémon Roche, Rakaio, Gravalanche et surtout Onix, immense et imposant. En coulisses, Red tente une dernière fois de raisonner Pikachu. Tétart et Bulbizarre sont au bout du rouleau. Il n'attend pas grand-chose, juste un effort, mais Pikachu continue de bouder. Malgré tout, Red s'avance vers l'arène. Il pousse presque Pikachu à monter sur le ring. Le silence s'installe, Pikachu ne bouge pas. Pierre prend l'initiative. Onix entre en scène et attaque aussitôt. Les rochers pleuvent. Pikachu esquive avec une agilité impressionnante, jusqu'à ce qu'un projectile le frappe à la tête. La colère monte, mais au lieu d'attaquer Onix,
Pikachu se retourne contre Red et le foudroie à coups d'électricité. Le public est abasourdi. Pierre fulmine. Il croit assister à une farce. Après les éliminatoires impressionnantes de Red, il s'attendait à un véritable combat. Onix se prépare à lancer son attaque la plus dévastatrice. Son corps tourbillonne, générant une onde de choc impossible à éviter. Red comprend le danger. Il crie un avertissement, mais Pikachu est distrait. Onix fonce quand même. À la dernière seconde, Red se jette sur Pikachu et le pousse hors de portée. L'attaque passe juste à côté. Red s'assure que Pikachu n'est pas blessé. Il s'excuse intérieurement. Il comprend qu'il a eu tort de le forcer. Pikachu n'est pas une arme. S'il refuse de se battre, il a le droit. Cette sincérité touche Pikachu. Il repense au moment où Red lui a proposé de devenir ami. Quelque chose change. Derrière eux, Pierre relance l'assaut. Onix charge à nouveau. Cette fois, Pikachu est prêt. Il se retourne, concentré et déterminé. L'électricité crépite autour de lui. L'attaque est foudroyante. Une décharge monumentale frappe Onix de plein fouet. Le colosse s'effondre. Le silence est total. Pierre tombe à genoux, incapable d'y croire. L'arbitre déclare la victoire. Red est vainqueur. Pikachu est fier. Red est encore sous le choc. Ils ont gagné. Plus tard, Red contemple son badge roche. Il réalise que seul lui et Blue ont réussi à l'obtenir ce jour-là. Red remercie Pikachu. Il reconnaît que cette victoire, il la lui doit entièrement. Pikachu, lui, ignore Red avec désinvolture. Red en profite pour faire les présentations. Il lui présente Tétart et Bulbizarre, ses compagnons de route, ceux auxquels il tient profondément. Un peu plus loin, le décor change. Une jeune fille, visiblement épuisée et blessée, fait face à un Léviator hors de contrôle. À ses côtés, son Starry lutte pour rester debout. Le Léviator déchaîne une attaque dévastatrice. Starry est touché de plein fouet et s'effondre. La dresseuse est paniquée. Elle tente de protéger son Pokémon, mais la situation semble désespérée. C'est alors que Red arrive sur les lieux. Il a assisté à toute la scène. Il comprend immédiatement la gravité de la situation et propose son aide, malgré les avertissements de la jeune fille. Il se présente et passe aussitôt à l'action. Bulbizarre est envoyé au combat. La jeune dresseuse est surprise. Red est donc lui aussi un dresseur. Le Léviator attaque à nouveau, mais cette fois, l'attaque est totalement inefficace. Bulbizarre encaisse sans broncher, presque ravi, comme s'il profitait d'une simple douche. La jeune fille n'en revient pas. Red lui explique calmement qu'une attaque de type eau est inefficace contre un Pokémon de type plante. Puis il contre-attaque. Une graine jaillit du bulbe de Bulbizarre et s'accroche au corps de Léviator. Elle germe instantanément. Des lianes surgissent et entravent le Pokémon aquatique. La jeune fille reconnaît l'attaque, c'est Vampigraine. Profitant de l'ouverture, elle ordonne à Starry d'utiliser une capacité de soin. Les blessures disparaissent presque immédiatement. Red observe, impressionné par l'efficacité de cette technique. Mais le combat n'est pas terminé. Léviator parvient à se libérer des lianes. Red propose alors d'unir leurs forces. Bulbizarre et Starry attaquent ensemble. Les lianes frappent, les bulles d'eau explosent, le Léviator est submergé. Red lance une Pokéball. Cette fois, la capture réussit. Le combat prend fin. La jeune dresseuse s'effondre à genoux, épuisée mais soulagée. Elle remercie Red pour son intervention. Red s'étonne. Un Pokémon aussi puissant, aussi loin de son habitat naturel, quelque chose ne colle pas. La jeune fille finit par avouer la vérité. Ce Léviator n'était pas sauvage, il était le sien. Quelqu'un le lui a volé une semaine plus tôt, et lorsqu'elle l'a retrouvé, il avait changé. Son comportement n'était plus le même. Elle s'est lancée à sa poursuite jusqu'ici. Red est choqué. Il comprend immédiatement que ce Pokémon a été manipulé. Il est convaincu que ceux qui l'ont volé lui ont fait subir quelque chose. La colère monte. Red veut agir, mais il réalise qu'il n'a aucune piste. Alors il pense au professeur Chen. Tous les deux se rendent au centre Pokémon et contactent le professeur. Chen est ravi d'avoir des nouvelles de Red. Red lui présente la jeune dresseuse et lui explique la situation. Le professeur comprend vite. Des Pokémon qui disparaissent et changent soudainement de comportement, cela correspond parfaitement aux méthodes de la Team Rocket, une organisation criminelle connue pour exploiter les Pokémon et mener des expériences douteuses dans des laboratoires clandestins. Cette révélation choque Red et la jeune fille. Le professeur ajoute une information cruciale. Il se trouve non loin du mont Sélénite, un lieu renfermant une pierre extrêmement rare, la pierre lune, capable d'augmenter considérablement la puissance des Pokémon. La Team Rocket pourrait très bien la convoiter. Red n'hésite pas une seconde. Le Pokédex peut attendre. Il est hors des questions de laisser cette organisation nuire aux Pokémon. Il décide de partir immédiatement à leur recherche. La jeune fille l'accompagne, mais quelque chose la tracasse. Elle reste silencieuse. Red le remarque et s'inquiète. Il perçoit son hésitation et cherche à comprendre ce qui la trouble. La jeune fille finit alors par lui faire une proposition inattendue. Elle l'accompagnera. Red est surpris.
Elle lui explique que le mont Sélénite se trouve sur le chemin qui mène jusqu'à chez elle, et ils y croiseront forcément de nombreux dresseurs. Avec son aide et celle de son Pokédex, il leur sera facile de recueillir des informations sur les agissements de la Team Rocket. L'idée intrigue Red, mais il s'interroge sur ses intentions, doutant qu'elle envisage réellement de se battre. En réponse, la jeune fille sourit et sort de sa poche plusieurs Pokéballs. À l'intérieur, des Pokémon aquatiques, comme Starry et Staros, prêts au combat. Elle lui révèle être une spécialiste des Pokémon de type eau. Dans les grottes du mont Sélénite, peuplées de Pokémon de type roche, elle ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés et pourra même lui prêter main forte. Elle lui tend alors la main. Red, toujours étonné, l'écoute se présenter enfin. Elle s'appelle Ondine, originaire de la ville d'Azuria. Sûre d'elle, elle l'invite aussitôt à se mettre en route en direction du mont Sélénite. À l'intérieur, des membres de la Team Rocket communiquent par Tokioki. Des fouilles sont en cours, toujours aucune trace de la pierre lune. Mais les ordres sont clairs, continuez à explorer et user de la force si nécessaire. En voyant la scène, Red et Ondine se mettent immédiatement à couvert. Ils reconnaissent les uniformes. Red se souvient les avoir déjà croisés dans la forêt de Jade. Il n'y a plus de doute, c'est bien la Team Rocket. Ils échangent rapidement, leur objectif est clair. Trouver la pierre lune avant eux. Sans perdre le temps, ils se glissent discrètement dans la grotte, rampant, se faufilant entre les herbes jusqu'à disparaître dans les profondeurs du mont Sélénite. L'obscurité est presque totale. La grotte grouille de Pokémon. Nosferapti, Rakayu, Topiqueur, Ondine frissonne. Red décide alors d'utiliser Pikachu pour éclairer leur chemin. Il libère Pikachu. Même boudeur, le Pokémon finit par libérer une décharge électrique qui illumine la grotte comme en plein jour. Grâce à lui, ils peuvent avancer sans difficulté. Soudain, Red heurte quelque chose de dur. Il croit d'abord à un simple rocher, jusqu'à ce que Ondine lui fasse comprendre que ce n'en est pas un. Red lève les yeux. Il vient de se cogner contre un rhinocorne. Avant qu'il ne puisse réagir, une voix retentit. Ce n'est pas un endroit pour se promener tranquillement. Red et Ondine réalisent alors qu'ils sont encerclés par la Team Rocket. Red n'hésite pas. Il les identifie immédiatement comme des membres de la Team Rocket. Un homme de la Team Rocket ricane et cherche à savoir à qui il a affaire. Red ne se présente pas. À ses yeux, une seule chose compte désormais, se battre. Red envoie Pikachu au combat. Rhinocorne attaque aussitôt avec une attaque jet de pierre qui ensevelit Pikachu sous un amas rocheux. Un instant de silence, puis Pikachu surgit du tas de pierres. L'électricité crépite autour de lui. Les rochers se collent entre eux, formant une boule compacte que Pikachu projette violemment sur Rhinocorne. Red ne peut s'empêcher d'admirer son Pokémon. Pikachu est peut-être imprévisible, mais il est redoutablement puissant. L'homme de la Team Rocket éclate de rire. Il sort alors une seringue et l'enfonce dans le corps de Rhinocorne. Sous leurs yeux, le Pokémon se transforme. Rhinocorne évolue en Rhinophéros. Ondine comprend immédiatement. C'est donc ainsi qu'ils ont transformé son Léviator. La colère la submerge. Elle lance Starry à l'attaque. Une puissante attaque eau frappe Rhinophéros de plein fouet. L'efficacité est immédiate. Mais l'homme ne recule pas. Rhinophéros fait tournoyer sa corne, concentrant une énergie terrifiante. L'attaque est renvoyée avec une violence extrême. L'onde de choc projette Ondine contre la paroi de la grotte. Elle s'effondre inconsciente. Red est énervé. Il ordonne à Pikachu d'attaquer. Mais Rhinophéros avance sans ralentir et écrase Pikachu sous son énorme patte. L'homme jubile. Selon lui, Red n'a aucune chance. Rhinophéros prépare une nouvelle attaque, déclenchant une pluie de pierres meurtrières. Red refuse d'abandonner. Il serre les poings. Il ne laissera pas ces types gagner. Sous la patte de Rhinophéros, Pikachu bouge encore. Il rassemble son énergie. Dans un effort surhumain, il se libère, roule sur le côté et se redresse. L'électricité jaillit autour de lui. Il commence à tournoyer sur lui-même, concentrant une puissance inédite. Même l'homme de la Team Rocket est surpris. Quelque chose de bien plus puissant est en train de se préparer. Pikachu se colle soudainement au plafond de la grotte. L'électricité se diffuse dans la roche, parcourant toute la voûte. La Team Rocket n'a même pas le temps de comprendre ce qu'il se passe. Un grondement sourd retentit. Une immense portion du plafond s'effondre, écrasant lourdement le sol. Le passage est totalement obstrué. Une muraille de pierre sépare désormais la Team Rocket de Red et Ondine. L'homme comprend immédiatement. Ils se sont échappés. À l'extérieur du mont Sélénite, Red et Ondine reprennent leur souffle. Ils sont couverts de poussière. Leurs Pokémon aussi. Red ne peut s'empêcher de fanfaronner. Il prétend avoir écrasé Rhinophéros en un seul coup, pendant qu'Ondine était inconsciente. Elle lève les yeux au ciel, mais rappelle l'essentiel. Ils n'ont toujours pas récupéré la pierre lune. Red sourit.
Il sort de sa poche une pierre brillante. Il l'a trouvée dans les décombres, juste après l'effondrement. Ondine est soulagée. Cette mission n'aura pas été vaine. Un peu plus tard, le décor change. Ondine et Red arrivent à Azuria, la ville sur l'eau. Ondine annonce qu'ils sont arrivés. Red reste bouche bée. Devant lui se dresse un bâtiment immense, digne d'un véritable palais. Il n'en revient pas qu'Ondine vive dans un endroit pareil. Les portes s'ouvrent, des servantes accourent, surprises de voir Ondine dans un tel état. Elle leur présente Red. Puis, le temps passe. Leurs vêtements sont nettoyés, leurs Pokémon soignés. Red découvre avec stupeur que le palais possède même son propre centre Pokémon. Plus tard, il se retrouve dans un salon somptueux. Red ne peut s'empêcher de commenter le luxe environnant. Ondine revient, vêtue d'une robe élégante. Red est impressionné. Puis, il passe à table. Red raconte leur aventure avec enthousiasme, exagérant légèrement son rôle, surtout au moment où Ondine a perdu connaissance dans la grotte. Cette remarque la fait tiquer. Ondine l'interrompt et recentre la discussion. Les Pokémon vont bientôt récupérer, mais s'ils veulent avoir une chance contre la Team Rocket, un entraînement spécial sera indispensable. Les membres qu'ils ont affrontés ne sont que des exécutants, les vrais dangers sont à venir. Red, fidèle à lui-même, balaye l'idée. Pour lui, il est inutile de s'entraîner. La Team Rocket n'est rien face à lui. Ondine se fâche. Elle lui reproche de les sous-estimer. Cette arrogance pourrait lui coûter cher. Red, piqué au vice, réplique maladroitement en rappelant qu'elle dormait pendant son combat. La remarque est de trop. Ondine se lève furieuse et quitte la pièce sous le regard silencieux des servantes. Puis, la nuit tombe. Dans sa chambre, Red discute avec ses Pokémon. Il minimise la dispute. Selon lui, il n'a pas de temps à perdre à s'entraîner. Soudain, la lumière s'éteint. Un violent courant d'air traverse la pièce. Le lit se soulève, les meubles s'agitent. Red est emporté dans les airs. Bulbizarre jaillit de sa Pokéball. Il attrape Red avec ses lianes juste à temps. La tempête intérieure redouble. La fenêtre s'ouvre en grand, tout vole dans la pièce. Puis, le calme revient. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Red est pensif. Quelqu'un en a clairement après lui. Une servante tente d'attirer son attention. Red revient à lui et se rengorge aussitôt. Il se vante, il plaisante, amuse la galerie. Il annonce alors son intention, défier le champion d'arène d'Azuria. Un silence gêné s'installe. Ondine intervient. Si Red veut affronter le champion, elle peut l'y conduire. Ils traversent ensemble la ville d'Azuria. Ils arrivent enfin. Ondine invite Red à rentrer. L'arène est vide. Une seule salle reste accessible. Red commence à s'agacer. Il se demande où se cache ce fameux champion. Ondine se retourne et se désigne elle-même. Red croit une plaisanterie. Une attaque haut fuse droit sur Red. La réalité est là. Ondine est la championne d'arène d'Azuria. Red recule abasourdi. Il pense encore qu'elle lui en veut pour le dîner de la veille. Mais Ondine ne plaisante plus. Elle avance d'un pas assuré. Staros à ses côtés, le regard déterminé. D'un geste sec, elle déclenche une nouvelle attaque haut. Le jet frappe Red de plein fouet. Il n'arrive toujours pas à croire qu'Ondine soit réellement la championne d'arène. Mais cette fois, elle va plus loin. Elle lui révèle que l'étrange attaque survenue dans sa chambre la veille n'était pas un accident. C'était elle. Red refuse d'y croire. Pourtant, Ondine insiste. Si malgré tout cela, il n'est toujours pas décidé à l'affronter, alors c'est qu'il a rien compris. Red finit par se retourner. Il en a assez de subir. Il envoie Bulbizarre au combat et ordonne une attaque fouéliane. Ondine ne cille pas. Elle considère cette attaque comme dérisoire. Une nouvelle preuve selon elle qu'il la sous-estime encore. Elle contre-attaque immédiatement. Une vague de bulles d'eau submerge Red et son Pokémon. Il est dépassé, pris dans les flots, incapable de reprendre le contrôle. C'est à ce moment-là qu'il comprend. Il lui demande pourquoi elle a caché une telle force. Ondine tremble, elle serre les poings. Elle pensait qu'il avait compris. Au Mont Sélénite, l'attaque de Starry n'était pas assez puissante. Et cette impuissance l'a marquée. Elle est au bord des larmes. Si eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux, alors ils n'auront jamais la moindre chance face à la Team Rocket. Ils doivent s'entraîner. Red réalise enfin. Ce combat n'est pas un défi, c'est une leçon. Il s'avance et s'excuse. Il admet qu'elle a raison. Il comprend qu'il a été aveuglé par son arrogance. Ondine se calme. Elle comprend qu'il a enfin saisi le message et décide de s'entraîner ensemble. Puis, les jours passent. Les entraînements sont intenses. Les Pokémon progressent. Les dresseurs aussi. Peu à peu, plus aucun secret ne subsiste entre eux. Et naturellement, vient le moment des adieux. Après une semaine d'entraînement intensif, Red doit désormais affronter d'autres dresseurs pour continuer à progresser. Avant de se séparer, un geste scelle leur amitié. Ondine lui a remis un badge, symbole de l'entraînement qu'il a su mener jusqu'au bout. Red le range soigneusement, il en possède désormais 2. Un peu plus loin, le long du littoral, non loin d'Azuria, un jeune homme s'acharne sur une machine imposante, un téléporteur de Pokémon. Il grimpe à l'intérieur de l'un des 2 tubes cylindriques pour inspecter le mécanisme. Mais
Sa veste se coince dans la porte. En voulant se dégager, il déclenche sans le vouloir la mise en route automatique. La trappe se referme et c'est trop tard. La machine s'active. Dans le tube voisin se trouve un ratata. Les deux capsules s'illuminent. Un peu plus loin, Red avance tranquillement. À force de transporter autant de Pokéballs, l'une d'elles glisse de sa ceinture et tombe au sol. Il soupire mais refuse d'abandonner un seul de ses Pokémon après tous les efforts fournis pour les capturer. En se baissant pour la ramasser, quelque chose attire son attention. Un rondin de bois est tiré par une corde attachée à un ratata. Mais ce ratata a quelque chose d'anormal. Son visage est humain. Red est figé. La créature parle. Elle se plaint de la difficulté à allumer un feu dans un corps de Pokémon, regrettant son ancienne condition humaine. Cette créature n'a pas encore remarqué la présence de Red. Il bouge et le ratata se retourne. Leurs regards se croisent. Le ratata, soulagé, explique la situation. Il commençait à désespérer de voir quelqu'un passer par là. Il se présente enfin. Sous cette apparence étrange se cache un chercheur spécialisé dans l'étude des Pokémon. Son nom est Léo et il vit dans une villa dans cette plaine. Mais il n'a pas le temps de finir son récit. Un rapace d'épic surgit, l'attrape comme une proie et s'envole aussitôt. Pour lui, ce n'est qu'un simple ratata. Léo hurle à l'aide. Red réagit immédiatement. Il ordonne à Bulbizarre d'attaquer. Une attaque tranche-herbe fend l'air, mais le Pokémon volant prend encore plus d'altitude. Léo, ballotté dans les airs, critique la tentative. Pour neutraliser un Pokémon en plein vol, il faut d'abord bloquer ses ailes. Red grince des dents, mais obéit. Il ordonne à Tétard d'utiliser Laser Glace et à Pikachu de lancer Cage Éclair. Les attaques partent et frappent Léo en plein vol. Il hurle de douleur et insulte Red pour son manque de précision. Selon lui, il faut attendre que Rapace d'Épic se pose. Mais Red commence à fatiguer. Il court haletant, essayant de suivre le rythme. Puis, une idée lui vient. Pikachu bondit, un saut prodigieux bien au-dessus du Rapace d'Épic. Il lève les bras vers le ciel. Léo comprend trop tard. Il proteste, mais l'attaque est déjà lancée. Un éclair colossal s'abat. Le Rapace d'Épic est frappé de plein fouet et lâche sa proie. Léo chute dans un creux rocheux, tandis que l'oiseau s'écrase au sol. Red pense avoir gagné, mais le Rapace d'Épic se relève. Les ailes se déploient rapidement et prépare une attaque. Depuis sa position en hauteur, Léo reconnaît la posture. Il avertit Red juste à temps. L'attaque bec-vrille est imminente. Red place Tétard en première ligne. Le Rapace d'Épic fonce. Son bec transperce le corps du Pokémon. Pendant un instant, tout semble perdu. Puis Tétard disparaît. Ce n'était qu'un reflet. Le bec du Rapace d'Épic est gelé. Le froid se propage instantanément à tout son corps. Le Pokémon est figé, puis s'effondre lourdement sur le sol. La menace est neutralisée. Red souffle. Léo comprend alors la stratégie et Red admet que connaître l'attaque de son adversaire en avance est un sacré avantage. De retour dans la villa de Léo, Red relance la machine et les deux tubes s'illuminent à nouveau. Cette fois, tout fonctionne. Léo réapparaît sous sa forme humaine. Red s'intéresse alors à la machine. Léo explique qu'il s'agit d'un téléporteur de Pokémon capable de les transporter instantanément sur de longues distances. Reconnaissant, Léo le remercie encore et lui demande enfin son nom. Red se présente simplement. Il affirme que son but est de devenir le plus grand dresseur Pokémon que le monde ait connu. Léo est impressionné par une telle ambition et puisqu'il a une dette envers lui, il lui propose son aide. Grâce à son téléporteur, Red n'aura plus besoin de transporter toutes ses Pokéballs sur lui. Red peut les garder et les envoyer instantanément où ils se trouvent. En examinant l'une des Pokéballs, Léo reconnaît aussitôt le Rapace d'Épic affronté plus tôt. La situation l'amuse, le hasard fait parfois bien des choses. La scène suivante se déroule au bord du littoral. Red contemple le spectacle soulagé, il libère ses Pokémon et les invite à profiter de l'instant. Bulbizarre et Tétard découvrent l'océan pour la première fois. Ils sont émerveillés. Au loin, un immense navire est amarré au port. Son nom est inscrit sur la coque, l'Océane. Red est fasciné. De près, le bateau paraît encore plus gigantesque. La curiosité l'emporte, mais il sait que monter à bord sans autorisation pourrait lui attirer des ennuis. Il décide donc de tenter une approche discrète. Une opportunité se présente lorsqu'un matelot transporte une caisse lourde. Red se glisse sous celle-ci, profite d'un angle mort et parvient à monter à bord en douce. Il n'en revient pas, il est sur l'Océane. À l'intérieur, des rangées de caisses s'entassent. L'une d'elles semble même bouger. Red croit entendre un bruit. Il s'arrête, observe, puis se convainc que ce n'est que son imagination. En explorant le pont inférieur, il passe devant une cabine et le hublot scintille. Red s'approche et regarde à l'intérieur. Une silhouette se déplace dans l'ombre. Des yeux menaçants brillent dans l'obscurité. La peur le fait reculer brutalement.
Il chute. Des marins l'aperçoivent aussitôt. Ils l'interpellent, furieux, et le mettent dehors sans ménagement. Red se retrouve sur le port au pied du navire, agacé mais surtout troublé. Il y a quelque chose enfermé dans la cabine. C'était forcément un Pokémon. Mais pourquoi est-il retenu ici? Alors qu'il réfléchit, une ombre s'approche derrière lui. Un vieil homme s'avance lentement, appuyé sur une canne. Il observe la ceinture de Red et remarque aussitôt les Pokéballs. Il demande à voir ses Pokémon. Avant même que Red ne réagisse, toutes les Pokéballs s'ouvrent. Bulbizarre, Teta, Pikachu apparaissent. Le vieil homme les observe attentivement. Il est impressionné par leur état, leur présence, leur lien évident avec le dresseur. Puis, il annonce sa décision. Red est officiellement nommé membre honoraire du fan club Pokémon. La scène suivante se déroule à Carmin-sur-Mer. Le vieil homme s'arrête devant un bâtiment nommé fan club Pokémon et rentre dedans. À l'intérieur, la salle est bondée. Des dizaines de passionnés discutent avec ferveur, échangeant anecdotes et souvenirs autour de leurs Pokémon. Le vieil homme explique à Red qu'il se trouve au cœur du fan club Pokémon, un lieu réunissant les plus fervents admirateurs de ces créatures. Soudain, le vieil homme réclame l'attention générale. Il annonce l'arrivée d'un nouveau membre et présente Red à l'assemblée. Red tente de protester, mais il est déjà trop tard. Les membres s'extasient aussitôt devant Bulbizarre et Tétart. Ils sont impressionnés par leur complicité avec leur dresseur. Pikachu, lui, se fait dorloter de toutes parts, ce qui commence rapidement à l'agacer. Une jeune femme interroge Red sur Tétart. Il explique qu'ils voyagent ensemble depuis l'enfance, depuis l'époque où il n'était qu'un petit art. Leur lien est ancien et solide, mais surtout Red peut compter sur Tétart durant ses combats Pokémon. Cette déclaration provoque un malaise. Le président du fan club s'étonne. Pour lui, faire combattre des Pokémon est inconcevable. Ici, les Pokémon sont avant tout adorés, choyés et protégés. Red sent qu'il n'est clairement pas du tout sur la même longueur d'onde. La discussion est brusquement interrompue. Un jeune homme fait irruption, paniqué. Son noix de coco vient d'être volée. L'agitation gagne la salle. Certains reconnaissent le scénario. Ce n'est pas la première fois. Le mois précédent, l'abra du président du club a lui aussi disparu. Red interroge les membres du club. Les disparitions semblent régulières, presque cycliques. Mais capturer autant de Pokémon sans attirer l'attention nécessiterait un moyen de transport conséquent. Son regard se tourne vers la fenêtre. Au port, le gigantesque navire attire de nouveau son attention. Red apprend que le bateau appartient au champion de Carmin-sur-Mer et effectue régulièrement des trajets jusqu'à Cramoisil. Pourquoi un tel navire transporte de simples marchandises? Les images lui reviennent, les casques qui bougent, la silhouette aperçue derrière le hublot, tout s'assemble. Red s'élance soudainement vers la sortie. Il s'excuse à la hâte, il a un bateau à prendre. Le président du fan club l'interpelle avant qu'il ne parte. Il lui demande une faveur, garder Pikachu pendant son absence. Red accepte à contre-cœur mais confiant. Sur le quai, Red décide de changer de méthode. Cette fois-ci, pas question de monter discrètement par la passerelle. Il plonge dans l'eau accompagné de Bulbizarre et de Tétart. Grâce aux lianes de Bulbizarre, il parvient à grimper à bord. Il laisse son Pokémon à l'extérieur et s'enfonce dans les cales. Il fouille méthodiquement, mais il n'y a rien, jusqu'à ce qu'il aperçoive une Pokéball posée au sol. Lorsqu'il s'en approche, la sphère s'anime. Ce n'est pas une Pokéball, c'est un Voltorb. Le piège s'enclenche. De l'électricité jaillit, l'alarme est donnée. Red ordonne à Tétart d'intervenir. Un jet d'eau force le Voltorb à battre en retraite. Mais quelque chose ne va pas. Tétart s'effondre. Red se précipite vers lui, inquiet. C'est alors qu'un rire résonne derrière lui. Il se retourne. Un homme se tient là, visiblement amusé. Il lui rappelle que l'eau est un excellent conducteur. Il se présente, c'est le Major Bob. Et selon lui, fouiller sur son navire est une très mauvaise idée. Red réalise trop tard la situation. Des Pokémon l'encerclent. Tétart est hors d'état de combattre. Pikachu n'est pas là. Et face à lui se tient le maître des lieux. Red est piégé. Le Major Bob sourit en observant l'état de Tétart. Il comprend immédiatement que Red n'est pas un simple resquilleur monté à bord par curiosité. Il lui demande ce qu'il est réellement venu chercher sur ce navire. Red ne détourne pas le regard. Il explique que de nombreux Pokémon ont disparu en ville et qu'il est convaincu que les responsables se trouvent ici. Autour de lui, la pression monte. Voltorb, Electrode, Magnéti et Magnéton encerclent la zone, accompagnés des marins du navire. Le Major Bob se moque ouvertement. Il finit par révéler la vérité. Le but n'est pas seulement de voler des Pokémon, mais de les libérer de leurs propriétaires jugés trop faibles ou trop sentimentaux. Les Pokémon doivent être utilisés à leur plein potentiel, et si cela permet de faire tourner un business rentable, alors tant mieux. Red comprend qu'il avait raison depuis le début, mais il sait aussi qu'il est dans une très mauvaise posture. Le Major Bob lui rappelle qu'il est seul. Tétart est grièvement affaibli, et face à eux se tient un Pokémon incontrôlable. En effet, un Pokémon enchaîné avance lentement vers eux. C'est un Electek furieux, impossible à faire entrer dans une Pokéball, un monstre réservé aux intrus. Et là, les chaînes tombent. Electek charge immédiatement le point chargé d'électricité. Red esquive de justesse en attrapant Tétart. Le coup s'écrase sur le sol et le pont du navire se fissure sous l'impact.
Le Major Bob jubile, la puissance brute d'Electek est incontestable. Red réalise qu'un seul coup aurait suffi à le mettre hors de combat. Pendant ce temps, Tétart, à peine conscient, trace lentement une ligne d'eau sur le sol, l'eau s'étend discrètement du côté d'Electek jusqu'au pied du Major Bob. Le Major Bob ordonne une nouvelle attaque, convaincu d'avoir gagné. Et c'est à ce moment précis que Red donne le signal à Tétart. Celui-ci libère alors une attaque de glace à travers la pellicule d'eau. En une fraction de seconde, le sol gèle ainsi que les jambes d'Electek et du Major Bob, qui sont alors emprisonnés dans la glace. Leur assurance disparaît instantanément. Red n'attend pas une seule seconde. Il déclenche un fumigène et disparaît dans le nuage. Quand la fumée se dissipe, il n'est plus là. Un peu plus loin dans le navire, Red reprend son souffle, caché derrière des planches. Il félicite Tétart. Sans lui, il n'aurait jamais survécu. Mais le danger est loin d'être écarté. En inspectant les couloirs, Red remarque quelque chose d'inquiétant. Des magnétis patrouillent partout, silencieux, méthodiques. Red avance alors à pas feutrés, à quatre pattes, Tétart sur le dos. Les magnétis semblent peu intelligents, mais ils sont très nombreux. Ils montent une échelle, s'éloignant sans le vouloir de la sortie. Au même moment, le Major Bob observe la scène depuis un écran de surveillance. Il sourit. Il y avait une stratégie. Les magnétis guident Red exactement là où il le souhaite. Soudain, un magnéton surgit par surprise. Red tente de l'écarter, mais dans le mouvement, il lâche Tétart. Tout se fige. Une main attrape Tétart en plein vol, mais c'est celle du Major Bob. Il est mort de rire. Il a attendu ce moment. Red se précipite vers lui, paniqué, mais c'est trop tard. Les magnétons se placent autour de lui, forment une structure électromagnétique. C'est une véritable prison d'énergie. Red est immobilisé. Le Major Bob annonce qu'il n'y a plus aucune échappatoire. Et là, sans la moindre hésitation, il jette Tétart par-dessus bord. Red assiste impuissant à la chute de son plus vieux compagnon dans l'océan, tandis que Electek s'avance à nouveau, le corps crépitant. Le Major Bob lui ordonne de lancer une attaque tonnerre. Une décharge foudroyante s'abat sur Red. La douleur est insoutenable. Les magnétons s'élèvent, saisissent Red et le projettent à son tour par-dessus bord. Red s'enfonce dans les profondeurs de l'océan. Son corps est inerte, mais son esprit, lui, s'agite encore. Une sensation familière l'envahit, et ce n'est pas la première fois. Dans son esprit, un souvenir refait surface, un fragment de son enfance. Un souvenir de l'époque où Tétart n'était encore qu'un simple petit art, fragile et minuscule. Ce jour-là, déjà, Red était en danger, et c'est son Pokémon qui l'avait sauvé. Le présent rejoint le passé. Dans l'eau sombre, une silhouette se rapproche. Un bras puissant fend les flots et attrape Red au moment où il allait sombrer définitivement. À la surface, Major Bob observe la scène, convaincu d'avoir gagné. Pour lui, l'affaire est réglée. Mais soudain, l'océan explose. Un geyser gigantesque jaillit, projetant une forme massive hors de l'eau. Un Pokémon surgit, tenant Red contre lui. Ce n'est plus Tétart, c'est Tartare. Le Pokémon pose doucement Red sur le pont de l'océan. Le Major Bob envoie Electek à l'attaque. Le combat devient physique. Les deux Pokémon s'empoignent. Leurs muscles se contractent. Tartare prend l'avantage. Ses muscles gonflent à vue d'œil. Tartare saisit Electek et exécute une frappe Atlas monumentale. Le Pokémon est projeté comme un boulet, directement sur son propre dresseur. Les deux sont emportés ensemble. Ils basculent par-dessus bord et disparaissent dans l'océan. Quelques heures plus tard, les autorités arrivent sur le port. Les matelots et complices du Major Bob sont arrêtés les uns après les autres. Les Pokémon volés sont libérés. Les retrouvailles sont émouvantes. Un Rattata retrouve son dresseur. Un Noix de Coco saute dans les bras de son propriétaire. Un Aspico rampe joyeusement vers celui qui l'attendait depuis des semaines. Red observe la scène soulagé. Le Major Bob a disparu, mais l'essentiel est sauf. Puis, une voix familière l'interpelle. C'est le président du fan club Pokémon, qui s'avance vers lui, rayonnant. Il le félicite d'avoir mis fin aux agissements de cette organisation criminelle. Red sourit, un peu gêné. Le vieil homme remarque alors Tartare. Il peine à reconnaître le petit Tétart qu'il avait vu auparavant. Red confirme, la voix légèrement tremblante, que oui, son Pokémon a évolué, mais que pour lui, ça reste le même. Le président, lui, grimace. Il le trouve beaucoup moins mignon qu'avant. Soudain, une inquiétude le saisit. Il cherche son Abra. Red hésite, puis lui avoue la vérité. Le Abra en question, lui aussi, il a évolué. Devant eux se tiennent désormais un Alakazam, grand, imposant, impressionnant. À la vue de l'Alakazam, le président se fige. Il en tombe dans les pommes. Un peu plus tard, on retrouve Red sur le début de la route 11. Un haut-parleur crépite en plein air, annonçant un événement d'envergure. Un commentateur officiel, nœud papillon bien droit et micro à la main, chauffe la foule avant de rappeler les règles. Un parcours d'une dizaine de kilomètres, une condition pour gagner, franchir la ligne d'arrivée.
Une carte du parcours apparaît, montrant des zones étrangement mises en évidence. Le commentateur se ravise aussitôt, s'excusant d'avoir presque failli révéler une surprise. Le départ est donné, le peloton s'élance. Red pédale de toutes ses forces, mais très vite la réalité le rattrape. Son vélo peine à suivre. Les autres concurrents prennent de l'avance. Il peste intérieurement. L'inscription lui a coûté une fortune. Et le vélo offert par le président du fan club Pokémon ressemble plus à une antiquité qu'à une machine de course. Il s'étonne pourtant d'un ralentissement général. Un attroupement bloque la progression. Un pont étroit barre la route. Les concurrents avancent un par un avec une lenteur exagérée. Red observe la rivière en contrebas et comprend pourquoi. Des tentacruels grouillent sous la surface, attendant le moindre faux pas. Un concurrent expérimenté éclate de rire. Cette course est une épreuve d'obstacles Pokémon. Tous les coups sont permis, y compris l'utilisation de ses partenaires. Avant même que Red ne réagisse, l'homme traverse la rivière à toute vitesse, porté par son Ramolos. Red sent la confiance revenir. Il se jette à l'eau sans hésiter. Tartare entre en action et lance Laser Glace. Un rayon de glace se propage à la surface, transformant la rivière en piste gelée. Red traverse à toute allure sous les regards médusés des autres concurrents. Il reprend la route galvanisé, le retard est rattrapé. Mais un nouveau problème surgit. Le parcours officiel mène droit vers une forêt dense. La végétation est si épaisse qu'elle semble impraticable à vélo. La plupart des concurrents font demi-tour et contournent la zone. Red hésite, puis remarque un jeune participant se préparant à entrer dans la forêt armé d'un spray repousse. Il comprend alors, la forêt est infestée de Pokémon insectes. Les détours sont plus longs, mais plus sûrs. Red sourit. Renoncer face à des insectes n'a jamais fait partie de son vocabulaire. Il fonce droit devant. Pikachu ouvre la voie. Les décharges électriques fendent l'air, dispersant Papillusion, Mimitos et Aéromite. Les Pokémon s'écartent sans combat. Bulbizarre complète la manœuvre. Ses attaques tranche-herbe taillent un passage net dans la végétation, mais soudain tout bascule. Une ruche de Dardanian s'écrase sur la tête de Bulbizarre. Le bourdonnement présent depuis un moment prend tout son sens. Une nuée entière de Dardanian se lance à leur poursuite. Red pédale comme jamais. Au final, le visage de Red, Bulbizarre et de Pikachu se couvrent de piqûres, mais ils tiennent bon. Lorsqu'ils sortent enfin dans la forêt, tous sont épuisés mais souriants. Ce raccourci leur a coûté cher, mais il a payé. Red a gagné plusieurs places. Au même moment, le commentateur suit l'action en direct grâce aux caméras disposées tout au long du parcours. La course entre dans sa phase finale. Le suspense est à son comble. Le vainqueur remportera une importante somme d'argent ainsi que de nombreux objets pour ses Pokémon. Red force sur les pédales, il se rapproche. Sur la jetée de la route 12, les deux premiers concurrents sont soudainement à l'arrêt. Quelque chose bloque complètement la route. Red arrive à leur hauteur et comprend aussitôt le problème. Un obstacle massif leur barre le passage. Ce n'est pas un rocher, c'est un ronflex. Le Pokémon dort profondément, étalé en plein milieu de la jetée. Impossible de le déplacer, toutes les tentatives ont échoué. Red consulte son Pokédex et il apprend que, en dormant, Ronflex récupère instantanément son énergie. Le combattre est donc inutile. Mais une information attire son attention. La nourriture est la seule chose capable de réveiller un Ronflex. Red observe Bulbizarre. Celui-ci est encore couvert du miel de Dardanian depuis la traversée de la forêt. Une idée germe. Il cherche à attirer l'attention du Ronflex avec l'odeur sucrée du Bulbizarre. Les paupières du Ronflex s'entrouvent. La salive commence à couler. Les autres concurrents sont horrifiés. Ils pensent que Red est prêt à sacrifier son Pokémon pour gagner la course. Bulbizarre lui-même hésite, mais Red lui demande de faire confiance. Ronflex se redresse lentement, complètement captivé par l'odeur du miel. C'est exactement ce qu'attendait Red. À la ligne d'arrivée, le commentateur s'agite. Un concurrent approche à grande vitesse. Red surgit, pédalant comme un forcené. Poursuivi par un Ronflex affamé, Red franchit la ligne d'arrivée. Victoire! Le commentateur annonce officiellement son nom. Red remporte la course. Plus tard, les Pokémon s'amusent avec les objets gagnés, l'ambiance est joyeuse, mais Red dresse un bilan honnête. La totalité de l'argent du premier prix a été dépensée pour réparer les dégâts causés sur le parcours et surtout pour nourrir Ronflex. Quant à Ronflex, maintenant qu'il a le ventre plein, il s'est rendormi. On retrouve nos héros un peu plus tard, sous un déluge de pluie battante. Red traverse en courant les rues de l'avant-ville, suivi de Pikachu, Bulbizarre et Tartare. Red cherche un abri, interpelle les passants, mais personne ne lui prête attention. Tous avancent tête baissée, parapluie fermé sur eux-mêmes, comme s'ils n'existaient pas. L'avant-ville est froide. Alors qu'il s'apprête à continuer sa route, une voix calme surgit derrière lui. Red sursaute.
Derrière lui se tient un vieil homme à l'allure douce, appuyé sur une canne, la barbe blanche trempée par la pluie. Red remarque qu'il se tient près d'une tombe, ou plutôt un simple monticule de terre surmonté d'une stèle. Le nom d'un doduo y est gravé. Le vieil homme explique que ce Pokémon fut un compagnon de longue date, un ami qui repose désormais ici. Touché, Red s'incline et se recueille quelques instants. Le vieil homme le remercie, reconnaissant en lui quelqu'un qui respecte les Pokémon. Puis il l'invite à s'abriter chez lui, non loin de là. C'est ainsi que Red découvre la maison de Monsieur Fuji. À l'intérieur, avec une tasse de thé chaud servie tendrement, Red écoute le récit de son hôte. Depuis des temps immémoriaux, l'avant-ville accueille les âmes des Pokémon défunts. Pour honorer leur mémoire, les habitants ont bâti une tour immense funéraire. La tour Pokémon, c'est un cimetière pour Pokémon. Mais Monsieur Fuji révèle que plus personne n'ose s'y rendre. La peur s'est installée, une peur si forte que les habitants évitent tout contact, même entre eux. La raison est simple, des fantômes. Red peine à y croire. Il rit nerveusement. Des Pokémon fantômes? Ça, c'est des histoires pour effrayer les enfants. Mais Monsieur Fuji insiste. La terreur est réelle. Ceux qui sont entrés dans la tour n'en sont jamais ressortis. Sur une photo posée non loin, Red reconnaît un visage familier. À côté du duo disparu se tient Blue. Monsieur Fuji explique l'avoir rencontré un peu avant la mort de son Pokémon. Comme Red, Blue s'est moqué de ces histoires, avant de se rendre lui-même dans la tour pour découvrir la vérité. Et cela fait plus de 2 semaines qu'il a disparu. Dehors, sous la pluie, Red réfléchit. Blue est arrogant, insupportable, mais c'est un dresseur hors pair. S'il ne revient pas, c'est que quelque chose de grave s'est produit. Red lève les yeux vers la tour, sombre et massive. Il ne peut pas faire demi-tour. Il s'élance. Les portes grincent en s'ouvrant. À l'intérieur, des tombes s'alignent dans un silence oppressant. L'air est glacé. Red avance lentement, sur la pointe des pieds. Une goutte glacée tombe soudain dans son dos. Il sursaute et tombe, puis se rassure en comprenant qu'il s'agit d'une simple fuite d'eau. Mais une brume violette envahit progressivement les couloirs. Au loin, une silhouette apparaît. Un Pokémon, du moins en apparence. Ce qui s'avance n'est plus vraiment un Psychoquack, mais son squelette animé, entouré d'une aura malaisante. D'autres formes surgissent autour de Red. Ramolos, Excellang, tous animés par la même brume. Par réflexe, Red libère immédiatement Bulbizarre qui lance une attaque tranche-herbe. L'attaque de Bulbizarre n'a aucun effet. La poudre d'eau non plus. Ces créatures ne sont pas vivantes. Ce ne sont pas des fantômes, mais des carcasses manipulées. Lorsque Bulbizarre parvient à attraper Psychoquack avec ses lianes, le corps se désagrège aussitôt, révélant un simple squelette sans vie. Quelque chose les contrôle, quelque chose tire les ficelles. Red bat en retraite et constate que ces Pokémon ne peuvent quitter la brume. Elle est leur prison. Il réfléchit déjà à un plan lorsqu'une flamme surgit soudainement. La brûlure, elle, est bien réelle. Devant lui apparaît une silhouette humaine. C'est Blue. Mais son regard est vide, son sourire figé et à ses côtés, Reptincelle. Red comprend immédiatement. Blue est lui aussi sous l'emprise de ce brouillard. Il tente de battre en retraite, mais une gerbe de flammes lui brûle le dos. Reptincelle lui bloque la route, bondit, griffe en avant. Bulbizarre intervient à temps et immobilise le Pokémon Feu avec ses lianes, l'empêchant de frapper. Red hésite. S'il attaque sans retenue, il risque de blesser Blue. Alors, un détail lui revient en mémoire. Il existe un Pokémon capable de ce genre de manipulation. Un Pokémon de gaz, maître de télékinésie, Phantominus. Red comprend trop tard pourquoi cette brume semble vivante. Il ordonne à Bulbizarre de frapper derrière Blue. Une feuille tranche l'air et traverse Phantominus sans lui faire le moindre mal. Le doute s'installe. Reptincelle commence à charger une attaque dévastatrice, toujours manipulée par l'entité gazeuse. Mais soudain, Bulbizarre se met à vibrer. L'air autour de lui est aspiré brutalement. Le brouillard se contracte, happé vers le bulbe du Pokémon plante. Phantominus tente de se disperser, mais il est entraîné malgré lui. Blue et Reptincelle vacillent, leur corps se relâche, leurs genoux heurtent le sol. Bulbizarre aspire jusqu'à la dernière volute de gaz. Son bulbe gonfle, puis dans une explosion de pression, il libère toute l'énergie accumulée. Le projectile gazeux traverse la salle et pulvérise l'un des murs de la tour Pokémon. Même Red reste stupéfait par la puissance de l'attaque. Blue reprend lentement conscience. Son caractère revient aussitôt, preuve que le contrôle a disparu. Red pousse un soupir de soulagement, mais le répit est de courte durée. Blue ne veut pas partir. Quelqu'un lui a fait subir ça, et il compte régler ses comptes. Sans attendre, il monte les escaliers menant au sommet de la tour. Red le suit malgré lui. Étage après étage, l'air devient de plus en plus irrespirable. Soudain, le sol se couvre d'un étrange sable. Il s'anime, se soulève, se transforme en vagues corrosives. Reptincelle attrape Red et Blue et bondit juste à temps.
Ce n'était pas du sable, mais de l'acide, une attaque de type poison. Dans l'obscurité, un rire résonne. Un homme sort de l'ombre, vêtu comme un ninja. Red le reconnaît immédiatement. C'est l'homme croisé au mont Sélénite. Il se présente comme Koga, l'un des lieutenants de la Team Rocket. La tour Pokémon n'est qu'une façade. Les histoires de fantômes servent à masquer une base secrète. Les zombies ne sont que des Pokémon contrôlés à distance. Blue attaque sans réfléchir. Mais son assaut traverse le corps de Koga. C'est une illusion. Arbok surgit alors, crachant un acide si corrosif qu'il fait fondre les murs et escaliers. Red et Blue fuient en descendant la tour. En bas, les Pokémon zombies les attendent. En haut, l'acide ronge tout sur son passage. Reptincelle érige une protection, un mur translucide. Depuis l'extérieur, Koga observe la scène à travers un écran. Il est certain de sa victoire. La protection de Reptincelle cède et l'acide de Arbok lui tombe dessus. Mais quelque chose cloche. Dans un éclair, Reptincelle surgit intact et tranche Arbok en deux d'un seul coup. Koga est abasourdi. Ce qu'il a vu à l'écran n'était qu'un leurre. Au moment crucial, Reptincelle a échangé sa place avec l'un des Pokémon zombies. Koga, trop loin, n'a rien perçu. Furieux, il détruit son dispositif de surveillance et disparaît, promettant de se venger. Plus tard, l'avant-ville retrouve enfin le calme. Les habitants se reparlent à nouveau. Monsieur Fuji remercie Red. Son dojo a désormais une sépulture digne. Red reconnaît que sans Blue, rien n'aurait été possible. Mais Blue, fidèle à lui-même, s'éloigne déjà, sans un regard en arrière. Red le regarde partir, puis le sourire aux lèvres, il reprend la route. La scène suivante s'ouvre au sommet d'une tour d'observation. Une jeune demoiselle, appuyée contre une fenêtre, fredonne distraitement tout en scrutant l'horizon à l'aide de ses jumelles. Soudain, une silhouette attire son attention. Sa prochaine proie vient d'apparaître. En contrebas, Red termine un combat éprouvant. Face à lui, un colossinge gît au sol, complètement hors de combat. Bulbizarre, allaitant, recule de quelques pas, puis quelque chose change. Le Pokédex s'active. Bulbizarre évolue. Red n'en croit pas ses yeux. Son Pokémon est devenu Herbizarre. L'émotion le submerge. Des applaudissements résonnent soudain derrière lui. La jeune demoiselle est là, sortie de nulle part. Elle félicite Red avec un enthousiasme débordant, affirmant avoir observé le combat depuis la tour. Puis la conversation devient subtile. Elle évoque les objets tenus par les Pokémon, des artefacts rares, capables d'augmenter leur puissance en combat. Elle sort toute une collection, attaque boostée, protection, équipement mystérieux. Red hésite. Quelque chose lui paraît étrange. Mais le regard attendrissant de la jeune fille fait vaciller sa méfiance. Finalement, il cède. Quelques instants plus tard, Red repart avec un sac rempli d'objets, le sourire aux lèvres, persuadé d'avoir fait une excellente affaire, jusqu'à ce qu'un Scarabrute surgisse. L'occasion parfaite pour tester ses nouveaux achats. Pikachu est envoyé au combat, équipé de plusieurs objets censés renforcer ses capacités. Pourtant, rien ne change. Pire encore, le Scarabrute l'envoie valser d'un seul coup. Le verdict est sans appel, il s'est fait escroquer. Un peu plus tard, au centre Pokémon de Céladopole, Pikachu est soigné pendant que Red tente d'oublier sa mésaventure. Il contacte le professeur Chen. Celui-ci le félicite pour l'évolution d'Herbizarre et mentionne que Blue a lui aussi fait évoluer Salamèche en Reptincelle. Puis vient une révélation inattendue. Un troisième Pokémon faisait partie du projet initial du professeur, un Carapuce, mais ce Pokémon a été volé. Red comprend alors que les vols de Pokémon, les objets frauduleux, tout cela fait partie d'un même engrenage. Quelque chose ne tourne pas rond. À l'extérieur du centre, une voix familière attire soudain son attention. Un attroupement s'est formé autour d'un stand de vente. Promotion exceptionnelle sur des objets Pokémon. Red reconnaît immédiatement la vendeuse. C'est la même jeune fille. Elle remballe précipitamment son stand et s'enfuit à travers la ville. Red se lance à sa poursuite. La fuite les mène jusqu'à une rivière. La jeune fille libère alors son Pokémon, un Carabaf, et elle bondit sur sa carapace pour s'échapper en glissant sur l'eau. Red est surpris mais pas démuni. Il libère à son tour un Pokémon récemment capturé. Carabaf percute l'obstacle de plein fouet. Un ronflex surgit au milieu de la rivière, bloquant complètement le passage, forçant la voleuse à regagner la berge. Red la rattrape. Acculée, elle tente de jouer la carte de la détresse. Fausses larmes, excuses tremblantes, aveux partiels. Elle prétend avoir agi ainsi pour le revoir. Red hésite, il baisse sa garde. Erreur fatale. Elle le pousse brutalement et ordonne à Carabaf d'attaquer. Mais Red avait anticipé. Il esquive sans difficulté, grimpe sur son réflexe et révèle qu'il n'est pas un simple débutant en montrant ses 2 badges d'arène brillants sur son t-shirt. À cet instant, la jeune fille change d'attitude. Elle tente de fuir, mais c'est trop tard. Ronflex frappe le sol d'un titanesque ultima point. La terre cède, la voleuse et son Carabaf chutent dans un cratère improvisé. Un peu plus tard, Red vérifie son état. Elle est simplement inconsciente. Il récupère son argent et découvre son identité grâce à son portefeuille. Elle s'appelle Leaf.
Le Pokédex s'active lorsqu'il observe Carabath. Red réalise alors qu'il s'agit de l'évolution directe de Carapuce. Le puzzle commence à se rassembler. Red s'éloigne convaincu d'avoir réglé l'affaire, mais Leaf n'a jamais perdu connaissance. Le soir venu, dans sa chambre d'hôtel, Red panique. Ses badges ont disparu. Au sommet de la tour d'observation, Leaf contemple son butin en riant. Elle aurait pu fuir bien plus tôt, mais les badges ont changé la donne. Leur valeur est bien trop importante. Red peut toujours courir. La chasse ne fait que commencer. Dans une salle à l'écart, un homme à l'allure autoritaire fait face à plusieurs membres de la Team Rocket. Son regard est froid, impatient. La fille n'a toujours pas été retrouvée. Les agents tentent de se justifier, évoquant différentes pistes, mais leur chef n'en a que faire de leurs excuses. Autour de lui, les membres de la Team Rocket baissent la tête. Ils connaissent les conséquences d'un échec. Parmi eux, un détail passe presque inaperçu. C'est Red et il s'est infiltré dans la Team Rocket. Retour en arrière. Un peu plus tôt, Red fouille frénétiquement les hautes herbes à l'extérieur de la ville. Ses badges ont disparu. Impossible de les avoir perdus aussi bêtement. Une seule conclusion s'impose. Leaf, la colère monte. Elle ne peut pas être allée bien loin. Red aperçoit plusieurs silhouettes suspectes. Ce sont des membres de la Team Rocket. Eux aussi sont à la recherche de Leaf. Red comprend alors qu'ils ont un objectif commun. Profitant d'un moment d'inattention, il assomme l'un des agents isolés et s'empare de son uniforme. Un plan se dessine. S'infiltrer dans leur repère pour comprendre ce qui se trame et retrouver Leaf. Retour au casino. Le chef distribue les ordres. Des équipes sont envoyées aux quatre coins de la ville. Puis, d'un geste précis, il active un mécanisme dissimulé. Le mur s'ouvre, un escalier secret apparaît. Direction, le laboratoire souterrain. Red suit le mouvement. En contrebas, l'ambiance change radicalement. D'énormes cuves de verre renferment des spécimens plongés dans un liquide verdâtre. Au centre de la pièce, une créature partiellement formée est maintenue par des chaînes et des câbles. Son corps semble en cours d'assemblage. Red n'en croit pas ses yeux. Cette chose est réellement un Pokémon ? Derrière lui, des scientifiques s'entretiennent. Les derniers échantillons sont prometteurs. La reconstruction progresse. Le projet Mewtwo avance. Mais il manque encore des données génétiques essentielles. Sans Mew, la création restera incomplète. Red comprend alors. La Team Rocket cherche Mew. Un autre détail émerge. Une disquette contenant des informations cruciales sur la localisation et la capture de Mew a été volée. Et la voleuse n'est autre que Leaf. Une alarme retentit. Leaf a été repéré à l'est de la ville, au point 16. Toutes les équipes se ruent vers la sortie. Quelques instants plus tard, Leaf est encerclée. Elle ne semble pourtant pas inquiète. La disquette est bien visible dans sa main. Elle se moque ouvertement de la Team Rocket. Autour d'elle, les agents libèrent leurs Pokémon. Kikli, Ravalanche, Rhinophéros. La pression monte. Red, toujours déguisée, observe la scène de près. Leaf révèle alors ses intentions. Elle veut capturer Mew elle-même. Elle lance la disquette en l'air, Carabath surgit et l'attrape au vol. Les combats s'engagent, Maconier et Kikli attaquent, mais Carabath esquive avec une précision parfaite. Trop concentrés sur leur cible, les deux Pokémon se frappent mutuellement. Leaf jubile, puis elle exhibe fièrement ses deux badges, ceux de Red, portés comme de simples bijoux. La rage bouillonne en lui. La Team Rocket change alors de stratégie. Un Tauros est envoyé au combat. Rapide, puissant et autoritaire, d'un simple mouvement de queue, il coordonne les attaques des autres Pokémon. Cette fois, Carabath est débordé, la disquette tombe et elle est récupérée. Le chef alors ordonne d'en finir. Acculé au bord d'une falaise, Leaf libère un dernier Pokémon, Métamorphe. Un choix qui semble désespéré. Tauros charge. Au dernier instant, Red surgit et pousse Leaf hors de la trajectoire. Tauros chute dans le vide, mais la victoire est de courte durée. Tauros remonte indemne. La Team Rocket jubile, puis quelque chose cloche. Tauros se retourne et ordonne aux Pokémon d'attaquer la Team Rocket. Les Pokémon de la Team Rocket se retournent contre leur maître et se mettent à les attaquer. La confusion est totale. Leaf saisit l'occasion. Elle arrache l'uniforme de Red, révélant sa véritable identité. Les agents réalisent trop tard qu'ils ont été dupés. Un rondoudou apparaît. Red et Leaf s'envolent, laissant la Team Rocket derrière eux. Puis la vérité éclate. Ce Tauros n'était pas le vrai, mais c'était Métamorphe. Plus loin, à l'abri, Red confronte Leaf. Il ne comprend pas. Pourquoi provoquer la Team Rocket de la sorte ? Elle sourit. La disquette que la Team Rocket a récupérée était une fausse. La vraie est toujours en sa possession. Grâce à elle, Leaf compte bien mettre la main sur Mew, le Pokémon le plus rare et le plus adorable de tous. Red reste figé. Mew, ce nom résonne pour la première fois dans ses oreilles. Leaf présente calmement la créature à Red, fier de son effet. Mais Red, surpris, comprend aussitôt.
Cette présence lui rappelle un souvenir. Dans la forêt de Jade, au tout début de son voyage, cette forme, cette aura, c'était donc Mew qu'il avait croisé ce jour-là. Leaf dissipe immédiatement le doute. Ce que Red a devant les yeux n'est qu'une imitation. Métamorphe reprend sa forme originelle. Pendant que le vrai Mew reste introuvable, le faux va servir d'appât. La Team Rocket va s'épuiser à le poursuivre, et puisque Red est désormais considéré comme un complice, il va devoir l'aider. Au même instant, dans le laboratoire souterrain de la Team Rocket, la vérité éclate. La disquette récupérée est vide. La colère explose. Sans ces données, impossible de mettre la main sur Mew, et sans Mew, le projet Mewtwo est condamné à l'échec. Soudain, les radars s'affolent. Une signature psychokinétique apparaît sur les écrans. Mew est là. L'alerte générale retentit. Tous les agents se lancent à la poursuite de la silhouette rose qui traverse la base. Le piège fonctionne. À distance, Red observe la scène, inquiet. La Team Rocket est nombreuse, organisée, mais Leaf reste confiante. Métamorphe tiendra suffisamment longtemps, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne possède aucun pouvoir réel. Leaf sort alors une paire de jumelles bricolées, son invention personnelle. Les Pokémon de type Psy émettent des ondes psychokinétiques. Chaque espèce possède une fréquence unique. La disquette qu'elle a volée contient précisément la signature de Mew. Grâce à cette combinaison, elle peut enfin le localiser. Un peu plus loin, dans une zone isolée, Leaf scanne l'environnement. Quelque chose est proche. En chemin, une discussion s'engage. Leaf évoque ce qu'elle a appris dans le repère ennemi. Leur objectif est clair, utiliser Mew pour créer une créature monstrueuse. Red, troublé, s'interroge alors sur ses véritables motivations. La réponse de Leaf est brutale, l'argent. Mew est unique, c'est le 151e Pokémon, une découverte qui bouleverserait le monde. Les éleveurs s'arracheraient à une telle créature. Et Leaf compte bien en tirer une fortune. Red est écœuré. Entre la Team Rocket prête à transformer Mew en cobaye et Leaf qui voit Mew comme une marchandise, il ne sait plus lequel mépriser le plus. Mais Leaf ne l'écoute déjà plus. Les jumelles s'affolent, une tornade se forme autour d'eux. Ce n'est pas le vent, c'est la matérialisation d'un pouvoir psychique. Mew apparaît, le vrai. L'instant est irréel. Leaf presse Red d'agir. Les Pokéballs jaillissent. Carabath et Herbizarre entrent en scène. Mais Mew est d'une rapidité déconcertante. Impossible de le suivre à l'œil nu. Une idée surgit. Carabath déclenche Hydrocanon. Des geysers d'eau jaillissent au sol. Les mouvements de Mew deviennent visibles, révélés par les éclaboussures. Le timing est parfait. Herbizarre lance ses lianes et parvient à saisir Mew en plein vol. L'espoir renaît, mais il est de courte durée. Un bruit sourd retentit. Un rocher s'écrase à proximité. La Team Rocket est là. Ils ont capturé Métamorphe. Le subterfuge est éventé. Liputu est envoyé au combat. La situation dégénère. Profitant du chaos, Mew tente de s'échapper. Leaf panique, Red s'interpose. Si Mew tombe entre leurs mains, tout aura été en vain. Ils décident de rester, tandis que Leaf doit prendre la fuite. Une vague psy déferle, la douleur est intense. Dans le même temps, la liane d'Herbizarre cède, Mew se libère. Liputu s'élance pour capturer la créature légendaire. Red refuse de céder. Tartare surgit, mais se fige en plein vol. Prisonnier du froid, il chute lourdement. Alors Mew agit. Une énergie phénoménale explose. Liputu et le chef de la Team Rocket sont projetés au sol, paralysés. Le silence retombe. Mew flotte, scintille, observe Red et Leaf et leur fait un léger signe de la tête. Puis disparaît, emporté par une rafale de vent. Leaf s'effondre, déçu. Red tente de la rassurer. Mew a au moins échappé à la Team Rocket. Mais Leaf éclate de rire. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Des clichés, des preuves. C'est un scoop monumental. Le mystérieux Pokémon a été aperçu dans le ciel de Stelladopol. Avant que Red ne puisse protester, elle s'envole déjà à l'aide de son Roudoudou, promettant de vendre ses images au plus offrant. Red soupire, puis sent quelque chose dans sa poche. Ses badges, accompagné d'un petit mot signé Leaf, le remerciant pour son aide. Il lève les yeux vers l'horizon. Malgré son obsession pour l'argent, Leaf n'est peut-être pas aussi mauvaise qu'elle en a l'air.